oscillation non amorties. Donc, elles ne sont pas amorties. C'est des oscillations libres. En régime libre. Je vais commencer par le système le plus simple. Système masse-ressort. Donc, je prends le système que nous avons fait la dernière fois. Donc, ressort libre de longueur L0. Donc, à l'équilibre, le ressort s'allonge de la quantité de KL. Maintenant, en mouvement, j'éloigne le système de la quantité X que je vais repérer par rapport à la position d'équilibre. Je vous informe que le repère, vous pouvez le placer, l'origine des abscisses, vous pouvez le placer là où vous voulez. Vous pouvez le placer là où vous voulez. Donc je choisis de le prendre à la position d'équilibre du système. Très bien. La première des choses à faire, c'est quoi? Première des choses à faire, c'est quoi? C'est déterminer quelles sont les variables qui définissent le système. La première chose, quelles sont les variables qui définissent mon système? Quelles sont les variables? X. Donc, le nombre de variables. Donc, les variables sont au nombre de combien? Une seule variable. C'est X. Donc, je repère la position du système à tout instant avec la variable X. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des contraintes dans mon système? Laquelle? Laquelle? La variable? La contrainte? Est-ce qu'il y a une contrainte dans le système? Le système, lorsqu'il se déplace, est-ce qu'il est soumis à des contraintes? Il n'y a aucune contrainte. Il est libre d'évoluer librement. D'accord. Donc, pas de contrainte. Nombre de contraintes R égale à 0. Donc, 1 DDL égale à nombre de variables moins nombre de contraintes égale à 1. C'est la variable X. Donc, la première des choses à faire, c'est déterminer le nombre de degrés de Weber. Deuxième chose, déterminer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du système. Je commence par l'énergie cinétique qui est égale à c'est ça l'expression de ce système. C'est un demi de mv au carré. Donc vous avez une masse qui se déplace avec la vitesse v. Pour le ressort, je suppose un ressort de masse négligeable par rapport à la masse, par rapport à 1. D'accord. Donc je suppose que le ressort, sa masse est négligeable. Sinon, si la masse du ressort n'est pas négligeable, je dois tenir compte de l'énergie cinétique du ressort. Okay. Bon, mais généralement, dans ce système, on néglige toujours la masse du ressort devant les poids des masses. Okay. Donc ça va faire 1 demi de m x point au carré. J'ai exprimé toutes les grandeurs en fonction de la variable de travail. Énergie potentielle dans le système. On a deux types d'énergie potentielle. Une énergie potentielle gravitationnelle, le fait que la masse effectue un mouvement vertical dans lequel l'altitude change, donc automatiquement l'énergie potentielle gravitationnelle évolue, change avec x, évolue dans le temps. La deuxième quantité, c'est
l'énergie potentielle élastique emmagasinée dans le ressort. Très bien. Donc UK plus UG. Donc ça c'est élastique, ça c'est gravitationnel. Ok. Je vais commencer par l'énergie potentielle élastique. C'est la plus simple. Égale à quoi? 1/2 de K. Alors, l'énergie potentielle emmagasinée par un ressort dépend de son allongement par rapport à sa longueur rapide. À la position X, quel est l'allongement total du ressort? Delta L plus X. Donc il a emmagasiné une énergie 1/2 de K X plus delta L au carré. D'accord. Donc énergie potentielle élastique 1/2 de K fois l'allongement du ressort au carré. Très bien. J'en ai fini avec ça. Maintenant, énergie potentielle gravitationnelle, elle vaut combien? mg h. Donc la relation, c'est une masse fois la constante de la gravitation fois une distance. Vous avez appelé h. Je le connais. C'est ça. G, c'est une constante universelle. Et h, c'est quoi? Quelle est la valeur de h? C'est la hauteur de la masse. La hauteur de la masse à la Terre. D'accord. Vous avez vu ce que votre camarade a dit. Okay. Cette hauteur, elle vaut combien? Bon, pour moi, c'est simple. Elle vaut combien? Par rapport à la surface de la Terre. Je choisis à quel niveau? Ici ou au niveau du rez-de-chaussée? Il faut me donner quelque chose. Ah, je comprends. Ça, c'est pas le. Non? Bon, quelqu'un d'autre va vous dire bon, il y a du sous-sol dans le bâtiment. On va vous dire, je vais prendre autre chose. Ça dépend de notre expérience. Ça dépend de notre expérience. Voilà. Donc, l'énergie potentielle gravitationnelle, d'après ce que vous venez de dire, oui. C'était peut-être dépend de. Ça dépend du boucle. Par exemple, ça. C'est vrai De là jusqu'à X. D'accord. Alors, donc, vous êtes tous d'accord que l'énergie potentielle gravitationnelle, je la mesure par rapport à quelque chose. Est-ce que j'ai le droit de dire que l'énergie potentielle gravitationnelle de ce point vaut tant? Vaut 1 GH. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Vous n'avez pas compris la question. Est-ce que j'ai le droit, par exemple, de dire que l'énergie potentielle gravitationnelle sur cette table vaut tant? Vous n'avez pas compris le sens de ma question. D'accord. Quand vous faites une mesure avec votre règle, j'ai envie de mesurer la longueur de ce segment. Donc je place ma règle, comme ça. Et je trouve qu'il y a la valeur 14 qui est indiquée ici. Est-ce que c'est la bonne valeur? Non, parce qu'on n'a pas commencé à partir du zéro. Ah. Donc il faut une référence. Donc pour mesurer la longueur de ce segment, je dois prendre un point de référence de mesure. Un point de référence par rapport auquel j'effectue la mesure. Est-ce que vous avez saisi ce point-là? Ouais. L'énergie potentielle gravitationnelle, c'est exactement pareil. Donc pour mesurer l'énergie potentielle gravitationnelle, ça n'a pas de sens de dire que l'énergie potentielle gravitationnelle, on se point vaut tant. On se point par rapport à quoi? Ça c'est fondamental. Ce que je suis en train de vous dire. Regardez très bien ça dans votre esprit. Donc la mesure de ce segment avec la règle, ça sous-entend par rapport à un point de référence que je fixe. Ici, pour ma règle, égale à 0. D'accord. Et je mesure, je trouve 11 cm. D'accord. Supposons que ma règle est cassée. J'ai plus le 0. Est-ce que je peux choisir un autre point de référence?
Oui, on peut le faire. Non? Par exemple, elle est cassée du côté du 5. Donc je vais prendre ça. D'accord, je commence à partir de la valeur 7. Que je lis ici 7. Et je lis ici, alors, 18. Est-ce que je peux avoir la valeur de la longueur? Il suffit de faire 18 moins 7 et je retrouve le 11 de la longueur. Est-ce que vous voyez? Donc, l'énergie potentielle gravitationnelle se mesure toujours par rapport à un point de référence. Donc, pour moi, pour mon système, quand je veux mesurer l'énergie potentielle de cette masse, je choisis n'importe quel repère qui vous plaît. L'essentiel, c'est par rapport à ce point. Par exemple, je choisis ici. J'ai le droit de choisir ici. Quelqu'un d'autre va vous dire, non, moi, je choisis ce point. Quelqu'un d'autre va me dire, moi, je choisis ce point. C'est exactement comme cette règle. L'essentiel, vous fixez un point de repère et vous mesurez, vous faites la mesure par rapport à ce point de repère. Donc, je suis dans cette salle, je mesure l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est par rapport, par exemple, au sol. Quelqu'un d'autre qui est en bas, à l'étage en bas, donc il va mesurer par rapport à ce qu'il a devant lui. D'accord? Mais toujours, l'énergie potentielle, je dois la mesurer par rapport à un point de référence. D'accord? Je vous cite l'exemple de l'électricité. Vous avez une prise de courant. Et vous branchez un fil sur la prise de courant. Est-ce que la lampe s'allume? Ça, c'est la phase. Ça, c'est le neutre. Donc, vous savez, la phase, quand vous mettez le testeur, il s'allume. Le neutre, quand vous mettez le testeur, il ne s'allume pas. C'est ce qu'on appelle la phase et le neutre. Je vais mettre le fil de la lampe, par exemple, en ce point. La phase. Est-ce que la lampe va s'allumer? Est-ce que la lampe va s'allumer? Oui ou non? On branche un seul fil. Non. Pour quelle raison? Elle ne mesure aucun potentiel. La valeur des potentiels au niveau de ce fil pour la lampe n'a absolument aucun sens. Est-ce que vous avez déjà vu des oiseaux se poser sur des fils électriques? Des fils électriques, le minimum, c'est 30 000 volts, qui n'ont pas de protection. Non. Les fils électriques, donc métalliques, qui n'ont pas de protection. Le minimum, c'est 30 000 volts. Alors on voit un oiseau qui se pose dessus. Est-ce qu'il est électrocuté? Est-ce qu'il meurt? Non. Pour quelle raison? Il ne mesure pas le potentiel. Il ne peut pas mesurer le potentiel. Il prend le potentiel du fil. Donc la différence de potentiel entre lui, son corps, et le fil égale à 0. Il n'y a aucun courant qui passe dans son corps. Mais si par malheur, il touche un deuxième fil, il crée une différence de potentiel et il cuit. Donc il y a une différence de potentiel. Est-ce que c'est clair cette notion? D'accord. Je vous cite un exemple. Vous avez un bâtiment qui possède par exemple 4 étages. Vous avez ici des balcons. Vous voyez quelqu'un, ça c'est le sol, quelqu'un sauter du premier étage. Bon, un étage à peu près c'est 3 mètres. Donc la hauteur c'est 3 mètres. Le deuxième palier c'est 6 mètres, 9 mètres, voilà, 12 mètres. D'accord. Bon, je suppose que c'est un sportif, il va essayer de sauter. Est-ce qu'il va se faire du mal? Bon, c'est un sportif important, il ne risque pas grand-chose. D'accord, donc il peut sauter. Donc il met en jeu une énergie de mgh, ce qui est de 3 mètres. D'accord. Maintenant, quelqu'un qui est là, il va sauter. Quelle est l'énergie qu'il va mettre en jeu? Donc ça va être mg fois 12. Les chances à ce qu'il survive, elles sont faibles. D'accord? Est-ce qu'il s'en sort? Elles sont faibles, les chances. Pour quelle raison? La différence d'énergie potentielle entre ce point et ce point, elle est très très importante. D'accord? Mais est-ce qu'à première vue, en regardant cette personne comme ça, je peux dire quelle est l'énergie potentielle de ce point?
Quelle est l'énergie potentielle de ce point? Je ne peux pas savoir. D'accord? Maintenant, on va refaire l'expérience. Cette personne va sauter de ce balcon vers ce balcon. Est-ce qu'il va se perdre? Est-ce que vous avez compris l'expérience? Donc, ce que la personne va ressentir dans son saut, quelle est l'énergie potentielle de ce point? Je ne sais pas. Mais au moment où il saute, je peux mesurer la différence d'énergie potentielle. Quand il a fait cette différence, ce saut, différence de hauteur, et s'est fait mal, d'accord? Du même point, il a sauté jusque-là. Il n'a rien eu. Ici, on saute. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, l'énergie potentielle de cette personne, quelle est sa valeur? Je ne sais pas. Quand est-ce que je peux la mesurer? En faisant une différence. Entre ce point et ce point, elle est très importante. Entre ce point et ce point, il n'est pas important. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pour l'énergie potentielle gravitationnelle, pareil pour l'électricité, l'énergie potentielle électrique se mesure toujours par rapport à un autre point. Donc, le voltmètre, quand vous faites une mesure de potentiel, vous avez les deux bornes. Vous placez deux bornes entre un point et un autre. Avec une seule borne, il n'y aura aucune lecture sur le voltmètre. Est-ce que c'est clair, ce point? Très bien. Donc, à chaque fois que vous êtes en présence d'un problème qui met en jeu l'énergie potentielle gravitationnelle, la première des choses qu'il faut faire, c'est fixer le repère de la mesure de l'énergie potentielle gravitationnelle. Par exemple, moi, je choisis à ce niveau-là, UG égale à 0. Quelqu'un d'autre va me dire, je vais choisir UG égale à 0. Il n'y a aucune différence dans le résultat. D'accord? Le fait que l'énergie potentielle se mesure par rapport à un repère. Donc, le résultat que deux personnes vont avoir, elle sera donnée à une constante près. Donc, une énergie potentielle à une constante près. Les équations de Lagrange font appel à des dérivations. La constante, au cours de la dérivation, disparaît. D'accord? Donc, quelle que soit la position que vous choisissez pour le repère, d'accord? L'énergie potentielle, vous pouvez la calculer par rapport à ce point, c'est quoi? Je choisis ce point. Maintenant, quelle est l'énergie potentielle de ce point? Égale à mg, la masse. Ici, tu as quelle valeur de ce point? L'énergie potentielle de la masse. L'énergie potentielle de la masse par rapport à ce point. Ça vaut combien? Donc c'est mg. H c'est ça. Non, H c'est ça. D'accord. Est-ce que c'est clair? Très bien. H ça vaut combien? Delta L plus L0 plus X. Pardon? Moins. Voilà, très bien. Ok. Merci pour la bande. Regardez, votre camarade vous dit que c'est faux. Il faut qu'il y ait un signe moins ici. Est-ce qu'elle a raison? Regardez, je lâche ce bout de craie. Je fais l'expérience. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se diriger vers le bas. Il y a une force qui me tire vers le bas. Très bien. Je refais l'expérience un peu plus loin. Qu'est-ce qui est? Même résultat. Je refais l'expérience une énième fois. Qu'est-ce qui est? Toujours il se dirige vers le bas. Je pars aux États-Unis. Je refais l'expérience. Constat. Même résultat. Et ça veut dire la force de gravitation est dirigée vers le bas. Donc F est égal à moins du sur dx, le x. Donc la force se dirige
des potentiels les plus élevés vers les potentiels les moins élevés. C'est-à-dire que vous avez ici un 0. Et tout ce qu'il y a en dessus du 0, donc vous montez en potentiel. Lorsque vous descendez au-dessous de 0, vous descendez en potentiel. Le potentiel diminue. D'accord? Donc, règle générale, si votre système, sans rentrer dans les complications mathématiques, si votre système est situé au-dessus du repère, donc vous mettez un plus, l'énergie potentielle de ce système est positive. Si votre système est en dessous du repère, c'est négatif. L'énergie potentielle est négative par rapport à ce ça, le 0. Donc je pars vers le haut, c'est positif, vers le bas, c'est négatif. Merci pour la remarque, ça enrichit le tableau. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? La masse, elle est où? Du côté des énergies négatives. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je continue. Donc, si vous avez saisi ces notions, le reste, c'est une question de calcul. Donc, U égale à 1 demi, donc de kx plus delta L en carré, moins 1 g L plus delta L plus x. D'accord. Donc U dépend de x. Regardez, c'est une expression assez compliquée, je vais essayer de la simplifier. Qu'est-ce que je vais faire? D sur dx égale à quoi? Donc ce potentiel, donc, qui est là, je cherche, est-ce qu'il a des positions d'équilibre? Effectivement, il y a une position d'équilibre. La position d'équilibre est située à x égale à 0. Donc d sur dx égale à 0 ou x égale à 0. On peut donc position d'équilibre. Ok. Je calcule. Donc d sur dx égale, je dérive ça, kx plus delta L, voilà la dérivée de cette fonction par rapport à x, c'est 1, moins mg. Je dérive tout ça, donc moins mg. D'accord. Alors, ça égale à 0 pour x égale à 0. Je remplace. Ça vaut donc k delta L moins mg égale à 0. Je vais remplacer x par 0. Donc k delta L moins mg égale à 0. Est-ce que vous reconnaissez cette expression? Celle que nous avons fait la dernière fois. On le ressort. La position d'équilibre. Donc ça c'est delta L. Ça à vide. Ça à l'équilibre. Donc quand nous avons fait P plus T égale à 0. Donc qu'est-ce que nous avons trouvé? mg moins k delta L égale à 0. Est-ce que c'est la même? Donc ça c'est avec les forces, ça c'est avec l'énergie potentielle. On trouve la même. Maintenant, j'essaie de développer l'expression du potentiel que j'ai là. Donc U est égal à 1 demi de k, alors x au carré, plus 1 demi de k delta L au carré, plus k delta L fois x, moins mg x, moins mg, moins delta L, mg L. Ok. Alors, regardez, je vais essayer d'identifier ces termes. Ici. K delta L et moins mg. Facteur x, ça sort. Donc, qu'est-ce qui reste? U est égal à 1 demi de k x au carré, plus ce terme est une constante, plus ce terme est une constante. Donc, le potentiel est égal à 7 fois Tt à une constante près. D'accord.
Est-ce que c'est clair? Donc, en représentant graphiquement cette fonction, on va voir ce que c'est. C'est une parabole. Regarde. Donc, ça, c'est l'expression du potentiel. C'est le point. Pour x égale à 0, donc j'enlève la constante. Je représente juste un demi de k x carré. Donc, ça va vous faire quelque chose comme ça. C'est une parabole. C'est une parabole. Si je prends la première dérivée, donc dy sur dx, égale à quoi? Égale à kx. Quand est-ce que c'est nul? C'est lorsque x égale à 0. C'est la position d'équilibre. D'accord. La deuxième dérivée, d de u sur dx2 égale à k. Elle est positive. Le dire que c'est un minimum. Et ça représente donc un creux de potentiel. Donc le système peut osciller. Si je déséquilibre le système de cette position, il va osciller. D'accord. Donc toujours pour le système oscillatoire, le potentiel, vous allez toujours le trouver. Donc nous avons trouvé l'énergie cinétique. Nous avons trouvé l'énergie potentielle. Donc le laborantin est égal à t moins u est égal à 1 demi de m x point carré moins 1 demi de k x au carré moins c. L'équation du mouvement est l'équation de Lagrange, d sur dt, dl sur x point moins dl sur x égale à 0. Donc je commence le calcul de la dérivation partielle de ce point, de ce terme, dx point égale. Donc le terme qui est concerné par la dérivation, c'est celui-là. Ça va faire m x point. Dans la prochaine étape, ce terme, je le dérive par rapport au temps. Donc d sur dt. dl sur dx point égale d sur dt de m x point qui donne m x2 point. Je dérive par rapport au temps. Je dérive une deuxième fois par rapport. Donc ça va faire m x2 point. Très bien. Maintenant, dl sur dx égale le terme qui est mentionné par la dérivation, c'est celui-là. Donc ça va faire moins k x, x2 point moins ce terme moins kx égale à 0. Donc m x2 point plus kx égale à 0. x2 point plus k sur m x égale à 0. Donc on retrouve l'équation différentielle que nous avons trouvée la dernière fois avec la méthode newtonienne, avec la seconde loi de Newton. Donc deux outils, deux formalismes mathématiques différents qui convergent vers le même résultat. Donc ça vous paraît un peu compliqué, mais pour des systèmes compliqués, vous allez voir que cette méthode est plus facile d'application que la seconde loi. La solution de cette équation différentielle, donc c'est l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique. Sa solution s'écrit donc de cette manière: x0 cosinus oméga 0 t plus phi avec oméga 0 la pulsation du système, la pulsation propre du système. Je peux présenter la solution sous cette forme-là. Sinus, soit avec un cosinus, soit avec un sinus, c'est pareil. Cosinus oméga 0 t plus phi prime. Je peux présenter la solution sous la forme suivante, est égal à A cosinus oméga 0 t plus B sinus oméga 0 t, et aussi une solution de l'équation. Je peux donner la solution sous forme complexe, x de t égale à x0 exponentielle i oméga 0 t plus phi. Je peux représenter la solution sous cette forme-là. Je peux présenter la solution aussi sous forme complexe.
A exponentielle I oméga 0t plus B exponentielle moins I oméga 0t. Toutes ces formes-là, c'est des solutions de l'oscillateur, de l'équation de l'oscillateur harmonique. Donc, dans le corps, on peut avoir des solutions sous cette forme-là. Dans le plan, dans le corps des complexes, on peut avoir des solutions sous cette forme-là. Très bien. Alors, la solution est caractérisée par deux constantes du mouvement. Deux constantes du mouvement. Là, deux inconnus. Les inconnus, c'est quoi? Ici, c'est x0. Ici, l'amplitude et la phase initiale. Pareil, amplitude, phase initiale. Ou les deux constantes A et B. Dans cette forme-là. Pareil ici. Celle-là ressemble énormément à celle-là. Donc, c'est l'amplitude de l'oscillation. Ça, c'est la phase initiale. Ou les deux constantes. Pourquoi il y en a deux inconnus à déterminer? Le fait que vous avez une équation différentielle du second temps. Alors, la solution va être donnée avec deux constantes du mouvement. Deux constantes du mouvement. Maintenant, pour la détermination de ces constantes du mouvement, on utilise les conditions initiales du problème. D'accord? Pour ce qu'on appelle les conditions aux limites du problème. Donc, les constantes du mouvement sont déterminées à travers les conditions initiales du problème. Donc, j'ai deux inconnus, il me faut deux conditions initiales pour déterminer ces deux inconnus. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Très bien. Bilan énergétique. Donc, l'énergie totale du système. Si je prends la solution sous la forme suivante, donc x de t égale à x0 cos oméga 0t plus phi, donc l'énergie cinétique est égale à 1 demi de m x point au carré, l'énergie potentielle 1 demi de k x au carré à une constante près. Je n'en note pas. Donc le x point de t égale à, je dérive ça, ça va faire donc moins oméga 0 x0 sinus oméga 0t plus phi. Si je remplace, donc vous aurez pour l'énergie, donc c'est 1 demi de m x point au carré, donc ça, oméga 0 au carré, x0 au carré, sinus carré oméga 0t plus phi. Pour l'énergie potentielle, donc vous aurez 1 demi de k x au carré, donc x0 au carré, cosinus carré oméga 0 t. L'énergie totale du système, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique plus énergie potentielle. Donc, je fais la somme des deux quantités. Ça va me faire 1 demi de m oméga 0 carré x0 au carré sinus carré plus 1 demi de k x0 au carré cosinus carré oméga 0t plus phi. Très bien. Regardez. Oméga 0 égale à racine de k sur 1. Je veux dire que oméga 0 carré est égal à k sur 1. Donc k est égal à m oméga 0 carré. Je le remplace ici. Donc énergie totale égale 1 demi de 1 oméga 0 carré x0 carré cos carré oméga t plus phi plus 1 demi, je remplace la valeur de k, c'est m oméga 0 carré x0 au carré cos carré oméga 0 t plus phi. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Je peux mettre 1 demi de 1 oméga 0 carré x0 au carré en facteur. Facteur de quoi? Donc cos carré plus, pardon, j'oublie ici, donc ça c'est sinus carré. Donc facteur de sinus carré plus cos carré est égal à 1. Donc au final, énergie totale égale à 1 demi de m oméga 0 carré x0 au carré. Alors m est une constante, oméga 0 est une constante, x0 est une constante. Ce qui veut dire que l'énergie totale du système est, deuxième point,
conduite de torsion. Alors, elle est constituée d'une barre homogène suspendue en son milieu à un point fixe au prime. Une barre homogène fixée en son milieu au prime à infini. O. Donc, O au prime, on représente donc l'axe de rotation. Le système subit un mouvement de rotation. Alors, ce fil, on appelle fil de torsion, fil de torsion. Donc, c'est un fil que je tords, je tourne, je fais tourner. D'accord? Alors, donc, la limite d'élasticité, lorsque j'essaie de déformer le fil, j'applique une action de rotation sur le fil dans la limite d'élasticité. Le fil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va résister à la déformation. À l'image exactement du ressort. Il va résister à la déformation. Quand il résiste à la déformation, quand j'enlève la contrainte, quand je supprime la force qui essaie de le faire tourner, il va revenir à son état initial. D'accord? Il va revenir à son état initial. Bon, maintenant, si je sors de la limite d'élasticité, on appelle ça, je rentre dans la limite de plasticité, je déforme de manière irréversible le fil ou le matériau. Donc, il ne va pas revenir à son état initial. Donc, pour les matériaux, quand on lui subit une contrainte, dans un premier temps, vous avez une région d'élasticité. Quand j'enlève la contrainte, il va revenir à son état initial. Au-delà d'une certaine limite, il rentre dans la zone de plasticité. À ce moment-là, il se déforme de manière irréversible. Il ne va pas revenir à son état initial. D'accord? Donc, pour les systèmes qu'on va traiter, c'est exactement comme pour le ressort. Donc, je tire ou je comprime le ressort, donc il va revenir à son état initial. Donc, c'est élastique. D'accord? Donc, il y a une élasticité, propriété d'élasticité. F, comme on l'a dit, égale à moins K X. D'accord? Alors, le signe moins, on a expliqué ça, c'est la résistance à la déformation. Donc, la force s'oppose à la déformation, soit en dilatation, soit en compression. Ici, c'est pareil. Mais, lorsqu'il s'agit donc de système en rotation, à la place de la seconde loi de Newton, la somme des forces est égale à MA. On va utiliser une autre relation, c'est la relation des moments. La somme des moments appliqués sur le système, moment des forces qui sont appliquées au système par rapport à un axe de rotation, que je note delta ici. Donc ça c'est l'axe de rotation, delta, égale à la somme des moments est égale à G θ de point. D'accord? La structure de la relation est exactement la même. Donc, lorsque vous avez un mouvement linéaire, donc, on utilise cette relation. La somme des forces est égale à M. Donc, ça c'est x de poids. Okay. L'accélération linéaire. Quand vous êtes en présence des systèmes en rotation, d'accord? Donc, à la place de la force, ça va être un moment. C'est le moment des forces par rapport à l'axe. Donc, le moment c'est quoi? Je vous ai donné quelques éléments la dernière fois. Donc, vous avez un axe de rotation, comme ça, perpendiculaire au tableau. Donc, j'ai un bras de longueur D. J'ai une force qui est appliquée à ce bras, F. D'accord? Alors, le moment de la force par rapport au point O, par rapport à cet axe de rotation, est égal à quoi? Je vais noter ça, R. Okay. Donc, le moment de la force par rapport à l'axe de rotation delta égal à quoi? Est égal à R vectoriel F. Donc, c'est R vectoriel F. Donc, les forces qui travaillent sont faites ici au module, le moment est égal à R F sinus θ.
Donc ça va être une force comme ça par exemple. Voilà. Donc l'angle qu'il y a entre comme ça. Voilà. Donc l'angle qu'il y a entre R et F, c'est θ. Donc la force qui travaille, ça va être l'opposé. C'est F sinus θ. La force tangentielle au bras ne travaille pas. C'est pour ça que vous avez ici un sinus θ. Comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, à travers l'exemple. Donc F cosinus θ ne travaille pas. Okay. Donc la force qui travaille, c'est F sinus θ. C'est la force perpendiculaire au bras. La composante parallèle au bras, ça c'est le bras, okay, d'application de la force, bras d'application de la force, c'est la force. La force tangentielle au bras ne travaille pas. La force qui travaille, c'est la force perpendiculaire au bras. C'est pour ça que vous allez trouver ici vectoriel. Donc vectoriel, ça isole la composante perpendiculaire au bras. Maintenant, le produit vectoriel, comme vous l'avez vu en première année, c'est donc R vectoriel F. Donc c'est un vecteur qui sort perpendiculaire au plan formé par R et F. D'accord. Bon, je ne vais pas rentrer dans les complications vectorielles. Je vais considérer que dans les quantités scalaires. Donc on va prendre des forces qui s'appliquent verticalement au bras pour notre traitement. Donc, j'ai ici la masse au cours de sa rotation. D'accord? Elle développe un moment d'inertie. Ce qu'on appelle un moment d'inertie. G ou I, on l'appelle I. Donc I, moment d'inertie. Alors, dans le moment d'inertie, vous avez deux termes. Moment, tout ce qui a rapport avec rotation. D'accord? Et inertie. D'accord? Donc, inertie de rotation. Donc, c'est quelque chose qui se manifeste quand vous avez un mouvement de rotation. Donc ça, on appelle M une masse inertielle. Une masse inertielle. Donc à chaque fois que vous avez un objet qui a une forme géométrique, qui a une masse, il possède de l'inertie. L'inertie, c'est quoi? C'est la difficulté à faire déplacer un objet ou à faire freiner un objet. Donc, c'est la difficulté à accélérer ou à freiner un objet. C'est ce qu'on appelle l'inertie. D'accord? Ok. Je vous donne un simple exemple. Est-ce qu'il est facile d'accélérer une voiture ou d'accélérer un train? Lequel des deux est facile d'accélérer? Voilà, une voiture parce qu'elle a une petite masse, une forme géométrique petite. Donc, elle a une faible inertie. Donc, pour l'accélérer, c'est facile. D'accord? Le train, maintenant, c'est difficile de le faire accélérer. Du fait que sa masse est importante et sa forme géométrique, ses dimensions géométriques sont importantes. D'accord? Très bien. Donc, ça, c'est la masse inertielle. D'accord? Le moment d'inertie, donc, se manifeste quand vous avez un objet et j'ai envie de le faire tourner. C'est un petit peu pareil. C'est exactement pareil. Plus sa masse est importante, plus son inertie est importante. C'est évident. C'est difficile pour moi de le faire tourner. D'accord? Plus ses dimensions géométriques sont importantes, plus son inertie est importante. Plus c'est difficile de le faire tourner. D'accord? Donc, c'est cette notion-là. Maintenant, qu'on va utiliser dans la deuxième relation. À la place de la force, vous avez un moment. À la place de la masse inertielle, vous avez le moment d'inertie. Est-ce que vous faites le lien entre les deux? Donc ça c'est en translation, ça c'est en rotation.
il y a à la place de l'accélération linéaire, vous avez l'accélération angulaire. D'accord? Donc vous avez la similitude entre les deux lois. Donc quand vous êtes en présence d'un système linéaire, vous utilisez cette relation. Vous êtes en système en rotation, vous utilisez cette loi. D'accord. Est-ce que c'est clair pour le moment d'inertie? C'est bon? Alors généralement le moment d'inertie, ça se calcule. On vous donne un système, on vous donne la valeur du moment d'inertie. On ne vous demande pas de le calculer, on vous donne la valeur. Valeur analytique de l'expression du moment d'inertie pour un système donné. Ça veut dire que pour par exemple une tige rectangulaire, pour par exemple un cylindre, pour une sphère creuse, pour une sphère pleine. Donc pour chaque forme géométrique, ça se calcule mathématiquement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objet de notre cours. Donc si vous avez besoin du moment, de la valeur du moment d'inertie, on va vous la donner. D'accord. Très bien. Maintenant, on va essayer d'étudier ce problème. Expérimentalement, c'est comme pour le ressort, ça c'est une loi expérimentale. En calculant la force qui est appliquée à un ressort, je vois qu'il y a une proportionnalité entre la force appliquée et la déformation du ressort. Donc plus l'allongement est important, plus la force que j'applique sur le ressort, quand je la mesure, est importante. Et je tire donc une loi de linéarité, donc F est égal à Kx. C'est linéaire. D'accord? Pour le moment maintenant, c'est exactement pareil. Je fais l'expérience, par exemple ici, je place un dynamomètre pour calculer la force. Donc ça c'est la pression. Donc je le place verticalement et j'applique des rotations. Pour chaque angle θ de rotation, je mesure la force. En mesurant la force, donc je peux remonter à la valeur du moment. La valeur du moment est égale à, voilà, c'est le bras fois la force. Je vais, est-ce que la force que j'applique reste perpendiculaire pour éviter l'influence de l'angle θ entre la force et la masse et la tige. Donc le moment est égal à le bras fois la force qui est appliquée. Donc en faisant l'expérience, on voit que le comportement dans la zone d'élasticité, pareil comme pour le ressort, c'est linéaire. Donc M est égal à voilà, quelque chose, une constante, d'accord, fois θ. Ce quelque chose, on l'appelle constante de torsion. C'est constante de torsion du fil. C'est exactement pareil comme la constante de réserve du ressort. D'accord? Bien évidemment, le fait que quand je lâche, il revient à son état, donc il résiste à la déformation. Donc M est égal à moins C fois θ en vecteur évidemment. Très bien. Ce qui m'intéresse, c'est de retrouver l'expression de l'énergie potentielle élastique du fil de torsion. Donc U égale à quoi? Vous savez que pour le ressort, F est égal à moins du sur dx. D'accord? Par exemple, I. Pareil ici. Donc ce moment dit d'un potentiel. Comme on dit écrit, M est égal à, moment, est égal à, donc, moins du sur la variable dt. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails vectoriels, je vais vous contenter de ça. Ok. Donc du égale à moins m dt. Suivez. C'est bon? Très bien. Est égal à m, le moment
égale à moins c fois θ. Moins avec moins, ça fait plus c θ dt. Ça, c'est dit. Donc, le potentiel duquel dérive le moment est égal à intégrale de c θ dθ. Et ça vous donne 1 demi de c θ en carré. Donc, un constant près que je considère égal à 0 lorsque θ égale à 0. Pas de... Donc, l'énergie potentielle de mon système, l'énergie potentielle de torsion, énergie potentielle de torsion égale à U égale à 1 demi de C θ au carré. D'accord? Très bien. Donc vous voyez directement la similitude avec l'énergie potentielle élastique d'un ressort, 1 demi de Kx au carré. Et toujours le 1 demi. À la place de la constante de raideur du ressort, vous avez la constante de torsion du fil. D'accord? À la place de la variable linéaire, vous avez la variable angulaire au carré. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc vous avez une similitude entre les deux. Donc on en a fini avec l'énergie potentielle du système. Maintenant, l'énergie cinétique. Ça vous convient. Donc pour une masse en translation x, donc l'énergie cinétique est égale à 1 demi de n x point au carré. Donc on a dit ici que la masse inertielle est remplacée par le moment d'inertie et la variable linéaire est remplacée par la variable angulaire. Donc logiquement, directement, t est égal à toujours le 1 demi. Quoi? Voilà. Donc 1 demi de E θ. C'est bon. Très bien. Donc on vient de trouver l'énergie cinétique du système et l'énergie potentielle du système. Donc l'énergie cinétique de rotation de I, θ point, on fait avec I, c'est le moment d'inertie de cette masse. 1 demi de C θ en carré, donc c'est l'énergie potentielle emmagasinée dans le fil de torsion. Donc est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Le Lagrangien égale à T moins U égale à 1 demi de I θ point au carré moins 1 demi de C θ en carré. L'équation de Lagrange, on en a une seule, le fait que le système a un seul degré de liberté qui est θ. Je repère à tout instant la position du système avec l'angle de rotation θ. Donc d sur dt, dl sur dθ point, moins dl sur dθ égale à 0. Système conservatif. Ce moment égale à 0. Application, dl sur dθ point. Donc il y a ce terme que je dirais. Ça va me faire donc I θ point. D sur dt, j'aurai ce terme de point, moins dl sur dθ. Je dirais ce terme-là par rapport à θ. Ça me donne moins c θ. Moins avec moins, ça fait un plus c θ égale à 0. Donc θ fois plus c sur I θ égale à 0. Équation différentielle du second ordre à coefficient constant. Caractéristique d'un mouvement oscillatoire à un moment. Donc, plus quoi dire du second ordre. Caractéristique, donc, mouvement oscillatoire harmonique. Donc, la solution, je peux l'écrire. Donc, θ égale à θ de t, la solution, est égale à θ 0 cosinus oméga 0 t plus phi. Donc, pareil pour le système masse ressort. Donc, les deux constantes du mouvement, lesquelles les deux constantes du mouvement sont. Non, oméga 0, on est pas. Oméga 0, c'est celui-là.
Donc, θ de point plus oméga 0 carré, θ égale à 0, avec oméga 0, la pulsation propre du système égale à racine carrée de C sur I. Donc, vous voyez que la pulsation propre ne dépend plus des caractéristiques du système, de la constante de torsion et du moment d'inertie. D'accord? Donc, les constantes du mouvement à déterminer avec les conditions initiales et les conditions limites du problème, lesquelles c'est l'amplitude θ0 et la phase initiale phi. Donc, θ0 et phi sont les constantes du mouvement qu'on doit déterminer. D'accord, très bien. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Apparemment, il y a une question de ce côté-là. Oui, c'est bon? Oui, donc θ0 c'est l'amplitude. Mais évidemment, c'est l'amplitude angulaire, ce n'est pas l'amplitude linéaire ici, comme pour le ressort x égale à x0 cosinus. D'accord? C'est bon? Très bien. Alors, je vais vous énoncer un théorème fondamental pour les systèmes de rotation, pour les systèmes en rotation, pardon. Le théorème de Huygens. Alors, le théorème de Huygens, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez un système, une masse, qui tourne autour d'un axe. Delta T. Cet axe ne passe pas par le centre de gravité. Je considère que le centre de gravité est parcouru par un axe delta. Les deux axes sont parallèles entre eux. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit? Généralement, quand on vous donne le moment d'inertie d'un système, c'est par rapport à l'axe qui passe par le centre de gravité. Dans les tables, vous avez tous les systèmes qui sont calculés par rapport à l'axe qui passe par le centre de gravité. D'accord? Maintenant, si votre système ne passe pas par le centre de gravité, donc pour calculer le moment d'inertie de ce système par rapport à un axe qui ne passe pas par le centre de gravité, égale moment d'inertie par rapport à l'axe qui passe par le centre de gravité, auquel vous rajoutez une quantité scalaire m, la valeur de la masse de cet objet, fois la distance au carré qu'il y a entre les deux axes. C'est aussi simple que ça. C'est le moment d'inertie de cette masse par rapport à l'axe de carré égale à moment d'inertie par rapport à delta plus m fois d. C'est bon? Très bien. Si on fait le bilan énergétique comme on l'a fait la dernière fois, je ne vais pas m'attaquer, je vous laisse le soin de le faire. Bilan énergétique, donc énergie totale est égale à énergie cinétique plus énergie potentielle. Énergie cinétique plus énergie potentielle. Donc c'est énergie cinétique m demi de I θ, énergie potentielle m demi de C θ. Comme on l'a fait la dernière fois, donc vous allez trouver. Donc vous remplacez le θ, vous l'avez ici, par sa valeur. Le θ point, vous le calculez, donc vous allez trouver donc, quelque chose constant. Donc l'énergie cinétique du système. Voilà. Et évidemment ici, pour notre système, on a négligé le cas. Donc l'énergie totale du système reste constante. Troisième point, circuit électrique. Circuit électrique. Donc soit le circuit est constitué d'une bobine de cette L et d'un condensateur de capacité C. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons une bobine et un condensateur. Bon, pour le condensateur, c'est quelque chose que vous connaissez très bien, vous l'avez vu l'année passée. La bobine, c'est quoi? C'est ça. C'est un fil électrique en rouille. Voilà. Elle est caractérisée par une self de valeur L. Voilà. La self de valeur. Donc vous l'avez vu en ici. C'est ça. Très bien. Ok. Donc l'oscillateur
électrique que je vais constituer est constitué d'une bobine et d'un condensateur. Donc, je prends le condensateur, je le branche à une bobine. On prend ici un interrupteur. Très bien. Au début, qu'est-ce que je vais faire? Je vais charger le condensateur en moyen d'une batterie. L'interrupteur est ouvert. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'emmagasine de l'énergie sous forme électrique dans le condensateur. Donc, il y a des charges qui vont se positionner ici. Une fois le condensateur est chargé, vous connaissez la forme de la charge de condensateur, c'est comme ça. Une fois le condensateur est chargé, je déconnecte le générateur. Je ferme l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a sur le va se comporter comme bon, il y a de l'énergie qui est emmagasinée dans le condensateur. Donc, il va délivrer cette énergie à la bobine. Donc, pour comprendre ce qui va se passer, donc, on va faire une modélisation mathématique au moyen des lois que nous connaissons. D'accord. La loi fondamentale que vous connaissez dans les circuits électriques, c'est la loi de Kirchhoff, c'est la loi d'Ehrmann. On va appliquer la loi d'Ehrmann. Donc, sur un circuit fermé, la somme des tensions est égale à 0. Très bien. Donc, la tension aux bornes de la bobine plus la tension aux bornes du condensateur est égale à 0. Donc, la tension aux bornes de la bobine, apparemment, vous la connaissez. Donc, c'est L. D'accord. Plus. Donc, la tension au bord du condensateur est égale à. Donc, est égale à. La charge sur C. D'accord. Égale à 0. Très bien. Donc, on a constitué une équation. Cette équation, elle dépend d'un courant. Ce courant est variable dans le temps. Il dépend de la charge, qui est aussi variable dans le temps. Donc, c'est une équation qui dépend de deux paramètres variables et courants. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux paramètres, courant et charge? Oui. Le courant électrique en fonction de la charge est égal à voilà, dQ sur dt. Très bien. Donc, le courant électrique n'est qu'une variation de débit de charge. D'accord? Donc, c'est le débit de charge. L, j'en place débit sur dt, plus 1 sur C, donc Q est égal à intégrale de I dt. D'accord? Donc, dQ, c'est quoi? C'est I dt. La charge est égale à intégrale de I dt. Intégrale de I dt égale à 0. Donc, j'aboutis à une équation intégro-différentielle qui n'est pas pratique à traiter. Donc, l'équation qui est pratique à traiter, c'est l'équation différentielle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'enlève l'intégrale par l'opération inverse de l'intégrale qui est la dérivée. Donc, je dérive ça par rapport au temps. J'applique une dérivation par rapport au temps. Ça me donne donc L d2i sur dt plus 1 sur C I égale à 0. Donc d2i sur dt2 plus 1 sur LC I égale à 0. Donc vous reconnaissez la forme, second dérivé du courant plus une constante fois le courant égale à 0. Une équation différentielle du second temps à coefficient constant caractéristique d'un mouvement oscillatoire harmonique. Donc d2i sur dt2 plus oméga 0 carré I égale à 0 avec oméga 0 est égal à 1 sur racine de LC. C'est la pulsation propre de notre système. Alors ça, donc ça c'est la pulsation propre de l'oscillateur. Elle dépend, pourquoi propre? Elle dépend des éléments constituant le système, la bobine et le condensateur. D'accord? Très bien.
condition, I de T égale à I0 cos oméga 0T plus phi. Non, c'est une dynamique oscillatoire. Avec ça, donc, on vient de constituer un oscillateur électrique. Donc ça, c'est oscillateur électrique. Et c'est la base de l'électronique de l'époque, la constitution ou la fabrication des oscillateurs dans les télécommunications, la radio, elle est basée sur ça. Donc pour envoyer un signal électromagnétique, donc il suffit de fabriquer un oscillateur comme ça, LC. Vous faites une antenne comme ça, vous faites une antenne, donc il y a une onde électromagnétique qui a la même fréquence que la fréquence de l'oscillateur qui est ici. Donc c'est la base de la radio, de transmission radio. Est-ce que c'est clair? C'est bon pour les équations? Très bien. Donc qu'est-ce qui se passe exactement? Donc le courant électrique donc, qui commence à en fermant donc, le circuit, donc il y a un courant électrique qui est généré. Donc il y a un déplacement de charge. Il y a un repositionnement des charges. Donc la charge négative donc, on se déplace vers de la nature négative vers la nature positive. En voyant donc le comportement de la charge chez quoi? Q est égal à l'intégrale de I dt. Donc est égal à l'intégrale de I0 cos oméga 0 t plus phi dt. Donc j'intègre ça par rapport au temps, donc ça me donne I0 sur oméga 0. Donc l'intégrale des cosinus, ça me donne sinus oméga 0 t plus phi. Donc le comportement de la charge qui est portée par le condensateur, pareil que pour celui du courant électrique. Donc il possède le même comportement avec une amplitude I0 sur oméga 0. Donc le comportement de la charge dans les armatures du condensateur, c'est comme ça. Donc des fois, vous avez positif, négatif, et puis il y a inversion des charges, et puis négatif, positif. Donc toutes ces charges-là se sont déplacées ici, elles ont neutralisé. Donc il y a une neutralité des armatures, pas encore, et puis il y a encore un mouvement de charge. D'accord? Un mouvement de charge pour laisser l'armature, deuxième armature devient positive, et l'autre devient négatif. Et puis, ça s'inverse, et ainsi de suite. Donc si je place un ampère neuf ici, donc un ampère neuf, et je vais suivre le courant électrique. Donc qu'est-ce qu'il va faire le courant électrique? Des fois il est positif, des fois il est négatif. Positif, négatif, et ainsi de suite. Donc des fois il s'active comme ça, des fois il s'active comme ça. Des fois comme ça, et des fois il s'active comme ça. D'accord? En ce sens, et l'inverse, le sens de circulation. Mais évidemment, ici, on néglige les pertes. D'accord? Par effet Joule. Donc, on considère que les pertes ne sont pas opérées dans tout ça. Donc, la dynamique s'opère à l'infini. Donc, le courant électrique va osciller dans un sens ou dans l'autre. Voilà maintenant par rapport au bilan énergétique. Pareil. Donc, énergie. Les énergies qui sont mises en jeu pour la bobine. Donc l'énergie qui est mise en jeu, c'est quoi? On appelle l'énergie magnétique. C'est une énergie magnétique. Donc est égal à 1/2 de L I au carré. D'accord. Donc l'énergie emmagasinée dans la bobine. 1/2 de L au carré. Et il y a des champs magnétiques qui sont mis en jeu. Des champs magnétiques qui sont créés. Donc l'énergie emmagasinée dans la bobine, elle a un lien avec le champ magnétique. D'accord? Pour ça on l'appelle énergie magnétique. Pour le condensateur maintenant. Le condensateur fait appel à des charges statiques. Donc des charges statiques,
Qu'est-ce qu'elle délivre? Qu'est-ce qu'elle génère? Un champ électrique. Donc, au niveau du condensateur, l'énergie qui est mise en jeu, on l'appelle donc énergie électrique. D'accord? Est égale à 1 demi, 1 sur C fois Q au carré. C'est ça, vous vous souvenez de cette relation? Vous avez vu cette relation l'année passée? 1 demi, 1 sur C fois Q au carré. Ou 1 demi de C Q au carré. Voilà. Vous vous souvenez de ça? D'accord, très bien. Alors, la charge électrique, donc ça va faire 1 demi, 1 sur C fois Q au carré, donc I0 au carré, oméga 0 au carré, sinus carré, oméga 0 T plus phi. Donc, en faisant la somme des deux, pareil, dans les trois systèmes que nous venons de voir, masse, ressort. Vous avez un mouvement linéaire. Fil de torsion, vous avez un mouvement de rotation. Circuit électrique. Condensateur, bobine. Alors, question que je vous pose. Si je prends la masse toute seule, est-ce qu'elle va osciller? Si je prends le ressort tout seul, est-ce qu'il va osciller? Alors, pour avoir oscillation, il faut avoir l'association des deux. D'accord? Il faut avoir les deux pour avoir oscillation. Donc, pour le système de torsion, masse en rotation, avec le fil, est-ce que le fil tout seul peut osciller? Non. Est-ce que la masse toute seule peut tourner, osciller? Avoir un mouvement de rotation, oscillatoire, rotatif? Non. Très bien. Ici, pareil. Si je prends le condensateur tout seul, est-ce qu'il va osciller? Est-ce qu'il va créer une oscillation? La bobine toute seule. Donc la condition pour avoir oscillation, il faut avoir l'association des deux. Cette association, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Qu'est-ce qui se produit? En voyant donc les énergies, au niveau des énergies, regarde par exemple ici, énergie magnétique, cosinus, énergie électrique. Donc vous connaissez la fonction cosinus, elle est comme ça. La fonction sinus. La fonction sinus, elle est comme ça. Au carré, donc ça va faire. Alors, ça passe par 0, et puis ça monte. Voilà. Et pour celui-là, carré, donc celui-là, 0. Regardez, lorsque l'un est max, l'autre est mi. Ça c'est en cosinus. Je suppose que phi égale à 0. Lorsque l'énergie magnétique, ça c'est magnétique, je suppose que phi égale à 0. Ça c'est l'énergie électrique. L'énergie magnétique en cos carré, l'énergie électrique en sinus carré. Quand l'un est max, l'autre est mi. Ça mi, celui-là max. Donc, qu'est-ce qui se produit? De telle manière que lorsque je fais la somme des deux, ça me donne quelque chose de constant. Ça plus ça me donne quelque chose de constant. Qu'est-ce qui se produit exactement? Donc, il y a échange d'énergie entre les deux parties du système. Donc, pour le système masse-ressort, donc il y a échange d'énergie entre la masse qui emmagasine de l'énergie cinétique vers le ressort qui emmagasine de l'énergie sur forme potentielle. Donc il y a en permanence échange d'énergie cinétique potentielle. Cinétique potentielle. Pareil pour le fil de torsion. Donc il y a en permanence échange d'énergie entre énergie cinétique de rotation et énergie potentielle de torsion. En permanence, il y a cet échange d'énergie. Pour le circuit électrique, il y a en permanence un échange d'énergie entre l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine et l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur en permanence, de telle manière que le niveau d'énergie reste stable. Donc je peux imaginer ça comme vous avez deux verres, donc vous mettez de l'eau. Donc vous assimilez les deux verres aux deux éléments de votre système
Et l'eau, la quantité d'eau, c'est de l'énergie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je verse l'eau qu'il y a dans le premier verre dans le deuxième. Et vice-versa, et ainsi de suite. D'accord? Donc, il y a en permanence un échange de quantité d'eau entre les deux verres. Mais la quantité d'eau, est-ce qu'elle change? Non. Donc, qu'est-ce qu'on remarque aussi? Quand l'un est plein, l'autre, elle est vide. Donc, il y a un échange. Donc, pour créer donc, un système oscillatoire, il faut avoir un système dans lequel il y a un échange d'énergie entre deux entités. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Les analogies. Donc, les analogies, c'est quoi? Donc, c'est les analogies entre les systèmes mécaniques et les systèmes électriques. Donc, vous avez ici translation, en rotation et électrique. Donc, ici, pour la translation, donc la variable c'est x. Pour la rotation, la variable c'est θ. Pour l'analogie électrique, vous avez vu la similitude qu'il y a entre les équations. Alors, c'est la charge électrique. Q. Pour la vitesse, donc, ça, θ point, le courant électrique est égal à dQ sur dt. D'accord. Pour la masse, ici donc c'est le moment d'inertie. Pour le système électrique, c'est la sève de la bobine. Pour la constante de raideur du ressort, ici donc c'est la constante de torsion. Ici ça va être 1 sur la capacité. Ok? Quoi d'autre? Donc pour l'énergie cinétique, c'est 1 demi de n x point au carré. L'énergie cinétique, 1 demi de I θ point au carré. L'énergie magnétique égale 1 demi de L I au carré. D'accord. Pour l'énergie potentielle, c'est 1 demi de Kx au carré. Rotation, donc c'est 1 demi de C θ au carré. Pour le système électrique, énergie électrique est égale à 1 demi de 1 sur C Q au carré. Voilà. D'accord? Donc vous voyez ici qu'il y a une analogie entre le système en translation, en rotation ou avec les systèmes électriques. Alors pourquoi on étudiait ces analogies? Je vais vous donner des exemples. C'est lorsqu'on étudiait l'impédance du système. Lorsqu'on va étudier l'impédance du système. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'impédance. On va le voir dans le système forcé en détail. Je vais vous donner pas mal d'exemples là-dessus. Pour que un système qui est par exemple constitué d'une partie électrique et d'une partie mécanique, ce qu'on appelle un système électromécanique. D'accord? Donc pour que ce système puisse fonctionner, il faut que l'impédance de la partie mécanique soit du même ordre de grandeur que l'impédance de la partie électrique. D'accord? Ce qu'on appelle adaptation d'impédance. Adaptation d'impédance. Il faut que l'impédance du système mécanique que je mesure soit du même ordre de grandeur que l'impédance de la partie électrique. Sinon, le système ne va pas fonctionner. Je vais vous donner un exemple. Donc, vous avez ici une conduite qui est commandée, une conduite d'eau par exemple, qui est commandée par une électrovanne. Donc, c'est une vanne qui est commandée par l'électricité. D'accord. Donc, l'électrovanne
elle est faite comment? Donc, ça, c'est la partie qui ferme et qui ouvre la conduite. D'accord? Ici, là-haut, je crée un électron aimant. D'accord? Un électron aimant. Ok. Ici, vous avez un ressort. Ça, c'est un ressort. Donc, ça, c'est une bobine. Elle, il y a un courant électrique qui marche ici. Donc, ça, c'est un électro-aimant. D'accord. Donc, pour actionner le système, si je coupe le courant, donc la vanne, elle se ferme. Okay. Si j'actionne le courant, donc il y a l'aimant qui va attirer la masse, donc elle va ouvrir, donc elle va agir sur le ressort et elle va ouvrir la vanne. Donc ça, c'est un système électromécanique. Donc pour que ce système puisse fonctionner, il faut que l'impédance de la partie mécanique soit du même ordre de grandeur que l'impédance de la partie électrique. Donc voici donc l'intérêt d'étudier les analogies électriques et mécaniques dans le calcul de l'impédance d'un système électromécanique. Donc ça, c'est un simple exemple que je vous donne. On va voir d'autres exemples dans la partie système forcé. Est-ce que c'est clair pour les analogies? C'est bon? Très bien.